profiter d'une conférence de presse. C'est déjà une rencontre de presse très intéressante pour nous, pour moi, pour la Tunisie. Mais il est peut-être plus commode de nous trouver ici pour me permettre d'abord de vous remercier, de vous être dérangé, d'être venu, d'avoir consacré une partie de votre temps pour venir nous voir. Je voulais vous dire au revoir. Il ne s'agit pas de faire des adieux, il s'agit de dire au revoir à des amis avec lesquels je continuerai à entretenir des relations toujours marquées de cordialité. Je voulais également me mettre à votre disposition pour voir si certaines questions peuvent vous intéresser particulièrement, avec l'espoir de pouvoir vous éclairer sur la Tunisie, que vous connaissez déjà, sur laquelle vous avez déjà, je pense, une information suffisante, mais peut-être certains aspects de la politique tunisienne ou certains aspects de la vie nationale tunisienne mériteraient quelques précisions, un dialogue, un échange de vues. Et c'est pour cela que je me mets à votre disposition pour vous donner autant de précisions que je pourrai. Alors je suis à votre disposition. Il faut que quelqu'un ouvre le débat. Je pense qu'il y en aura. L'amnistie, vous savez que c'est une mesure qui est souvent prise en Tunisie. L'amnistie est toujours une mesure qui est prise en Tunisie à la suite de certaines fêtes, les fêtes nationales, certaines fêtes religieuses. Alors, il y a à chaque fois, évidemment, des mesures de grâce qui sont une forme d'amnistie. Dans ce sens, oui, chaque fois qu'il y a une fête nationale ou une fête religieuse, il y a un certain nombre de mesures de grâce prises par le président de la République, le président Bourguiba, et qui permettent à beaucoup de gens de se retrouver dans la vie publique et sociale habituelle. Je me réfère aux habitudes françaises, et il me souvient qu'après les élections présidentielles et les élections législatives, en général, les nouveaux gouvernements font des mesures de libéralisation, d'amnistie politique. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, il n'y a pas eu d'amnistie après les élections législatives. Il y en a eu après les élections présidentielles. Non, mais les élections législatives. Nous allons avoir des élections législatives en Tunisie. Et je pense qu'en France, après les élections législatives, la dernière fois, il n'y a pas eu d'amnistie. Non pas que je sois contre, parce que nous sommes par nature, nous, Tunisiens, plutôt portés vers la mansuétude que vers la rigueur. Mais les élections, c'est une fête démocratique, finalement. Pardon? Les élections, c'est une fête de la démocratie, non? Oui, c'est une fête de la démocratie. Ben, nous allons fêter cette grande fête. Dans la joie? Dans la joie. La joie fait partie du tempérament des Tunisiens. La réconciliation. Surtout qu'ils ont toutes sortes de raisons d'être heureux. Quelles sont vos relations actuelles avec l'Algérie? Parce qu'il y a eu quand même des contacts importants et à des niveaux très élevés entre Alger et Tunis, là, ces derniers mois. Oui, c'est exact. Bon, alors quels sont les résultats de ces contacts sur le plan politique, mais aussi économique? À l'origine, c'est une rencontre entre les deux présidents qui a établi les bases de notre coopération. C'est le président Bourguiba et le président Benjedid qui s'étaient rencontrés, qui avaient examiné la situation de nos relations et qui avaient trouvé que toutes sortes de raisons militent en faveur d'une coopération aussi large et aussi ample que possible. Et c'est après cette rencontre historique que les échanges se sont multipliés et que le cadre a été tracé pour une coopération qui s'est avérée tout à fait fructueuse. Elle s'est manifestée dans plusieurs domaines, cette coopération. Elle a été particulièrement dense sur le plan des réalisations industrielles communes, sur la frontière, un peu partout dans certaines régions. Et elle a été également aussi intense dans les échanges de visites entre les membres du gouvernement, ce qui a favorisé une sorte de coordination ou de concertation, en tout cas, de notre politique respective. Et il y a peu de temps, le nouveau Premier ministre, M. Rachid Sfar, s'est déplacé à Alger, j'ai eu l'honneur de l'accompagner, et il a pris des contacts au plus haut niveau. Et nous avons constaté que ces relations qui sont excessivement solides, comme je vous l'avais dit, se raffermissent de jour en jour et ne donnent lieu à absolument aucune inquiétude, parce qu'il semble que certains aient pensé que cette coopération a subi l'usure du temps.
Au contraire, le temps l'a enrichi. Parce qu'il était question depuis longtemps d'une harmonisation des politiques industrielles. Mais est-ce que cette coopération algéro-tunisienne ou tuniso-algérienne avance sur ce terrain de l'harmonisation des politiques industrielles, de façon à éviter, comment dire, des doubles emplois, et à éviter surtout que certaines industries exportatrices tunisiennes et algériennes ne se concurrencent sur le marché européen? Vous vous souvenez qu'au début, il y avait une sorte de cacophonie dans nos activités industrielles, que chaque pays faisait à sa façon ce qui constituait les aspirations légitimes des hommes, des chefs d'entreprise, des industriels, des opérateurs économiques. Chacun faisait. Et surtout que les pays indépendants, généralement, songent toujours à de grandes industries, l'acierie, la sidérurgie, toujours sont des industries qui sont citées en tout premier lieu. Et puis par la suite, on a essayé de concevoir une politique maghrébine. Ça n'a pas donné beaucoup de résultats parce que cette concertation maghrébine n'avait pas fait rapidement le chemin que nous souhaitions. Il y a eu quelques entraves, quelques difficultés. Mais quand on situe cette coopération entre l'Algérie et la Tunisie, depuis la rencontre entre les deux présidents, effectivement, il y a une coordination qui se fait. Et de plus en plus maintenant, nous évitons de créer des industries qui se feraient concurrence, alors qu'au contraire, nous devrions avoir recours ensemble à un marché de consommation le plus large possible pour les entreprises industrielles que nous concevons. Et c'est ainsi qu'à la frontière algéro-tunisienne et également à l'intérieur des deux pays, il y a des réalisations qui se sont révélées particulièrement fructueuses. Ce que je voudrais savoir si votre passage au ministère des Affaires étrangères va être marqué par la continuité de la politique étrangère ou par un recentrage vers le Maroc. C'est un problème quant à des visites Tunis-Alger sont beaucoup plus fréquentes que Tunis-Rabat ou Alger-Rabat. Je voudrais vous dire là une chose tout à fait nette sur le plan des conceptions de la politique tunisienne. La politique de la Tunisie n'est pas conçue par tel ou tel ministre, par tel ou tel premier ministre, par tel ou tel membre du gouvernement. La politique de la Tunisie est une politique qui est définie d'abord en fonction des possibilités du pays, des ressources du pays, des aspirations du pays, et elle est exprimée à travers celui qui dirige le pays, c'est-à-dire le président de la République. D'ailleurs, je crois que dans d'autres pays que le nôtre, ici en Europe, la politique étrangère relève de la présidence, et c'est souvent, évidemment, en concertation avec le gouvernement qui apporte son concours au chef de l'État. Donc, c'est une politique étrangère qui est tracée, définie par le président Bourguiba, qui est puisée, qui est inspirée par sa longue expérience de la vie des nations, qui également s'inspire de ce qu'il pense être, voire être, l'orientation à donner à nos affaires. Donc, que les ministres changent, que les premiers ministres changent, il ne se passe pas de tremblement de terre en Tunisie, comme je vous l'avais dit, je crois. Donc, ce sera une continuité. Oui, mais on peut lui donner une autre tonalité. Chaque homme, chaque être humain, chaque femme, chaque responsable a sa façon de gérer. L'objectif étant le même, la politique étant la même, on peut lui donner plus ou moins d'intensité et elle peut être plus ou moins fidèle à la conception de celui qui dirige le pays, c'est-à-dire le président de la République. Quelle sera votre tonalité? La mienne, c'est celle sur laquelle le président Bourguiba lui-même avait mis l'accent, c'est-à-dire agir de telle sorte que l'harmonie règne autant que possible, ou bien que nous recherchions à faire régner l'harmonie entre les pays du Maghreb, du Grand Maghreb, et en réalisant le Grand Maghreb, ça c'est un élément tout à fait fondamental de notre politique étrangère. Et puis, évidemment, comme le Maghreb arabe n'est qu'une partie du monde arabe, également favoriser la communication entre nous et les autres pays arabes. Mais il y a un élément essentiel dans la politique bourguibienne, c'est qu'elle est orientée particulièrement dans le sens d'une ouverture vers le monde. Il ne s'agit pas de s'enfermer chez soi, de conserver ses propres valeurs, auxquelles il faut tenir, évidemment. Les valeurs culturelles, les valeurs nationales, ce qui fait l'authenticité, la personnalité d'un pays. Il ne s'agit pas seulement de s'enfermer et de garder jalousement tout cela, mais il s'agit de s'ouvrir vers le monde extérieur. Et c'est ainsi qu'on peut mieux enrichir le patrimoine national et on peut plus facilement, on peut plus aisément communiquer avec le reste du monde. Je crois que c'est là un élément important des conceptions politiques du président Bourguiba et de la Tunisie. Donc, nous ferons le maximum pour communiquer avec le monde extérieur, aussi bien à travers
nos relations diplomatiques qu'à travers nos échanges de coopération, qu'également en favorisant une meilleure connaissance des langues étrangères, sans pour autant renoncer à la langue qui est la langue, évidemment, du pays, et qui est la langue arabe. Donc voilà, d'une manière schématique, un peu, notre politique étrangère. Est-ce que l'accord de fraternité et de concorde conclu entre l'Algérie, la Tunisie et la Mauritanie reste encore le cadre pour faire le Maghreb, surtout après l'échec de l'Union arabo-africaine entre le Maroc et la Libye? Est-ce que cet accord-là continue à être un peu le cadre idéal pour faire le Maghreb, ou est-ce qu'il faut trouver une autre formule? Toutes les formules ont été essayées. On avait essayé de construire le Maghreb par le sommet. On a essayé de construire le Maghreb à travers les commissions, à travers de multiples organismes qu'on avait créés à un moment donné. Puis en fin de compte, il faut prouver la marche, il faut ouvrir la marche en faisant quelques pas, en avançant. Nous avons donc conclu, à l'occasion de la rencontre des deux présidents, un pacte, un traité de fraternité et de concorde, auquel ont adhéré l'Algérie et la Mauritanie. Et le président Bourguiba avait bien précisé à cette époque que c'est un accord qui est ouvert aux autres pays du Maghreb, qu'il suffit qu'ils en acceptent les règles de jeu et qu'ils seraient à ce moment-là les bienvenus. Donc, moi je pense que sans être un embryon de ce que devrait être le Maghreb arabe, c'est une première étape, une phase importante de la construction du Maghreb arabe, mais que cette construction doit se poursuivre. Et nous faisons tout dans ce sens. Et c'est ce qui explique que j'ai eu cette mission à remplir au Maroc. Elle est orientée dans cette direction. Est-ce que les Palestiniens de l'OLP sont toujours chez eux, à Tunis? Vous savez, on ne peut pas retenir les gens contre leur gré. Lorsque Yasser Arafat a décidé de faire un redéploiement en fonction d'une évolution politique du monde, quelle que soit la sympathie que nous avons pour le peuple palestinien qui combat, qui lutte, nous ne pouvons pas le retenir. Je vous dirais que, également, nous n'avons pas du tout tendance, nous, à favoriser les installations militaires. C'est pour ça que, de toute façon, les installations militaires ne sont pas concevables en Tunisie, quand il s'agit d'une autre force que celle de la force armée tunisienne. Donc, Yasser Arafat avait décidé de procéder à ce redéploiement, ça tombe très bien. Ils étaient venus à un moment donné où ils étaient pourchassés à Beyrouth et ailleurs. Ils se sont installés, on les a accueillis avec beaucoup de fraternité, parce que nous sommes attachés à une cause qui est noble, la cause d'un peuple qui a été délogé de sa patrie, de son territoire. Mais maintenant, il s'agit simplement d'une action politique qui doit être menée à partir de certains pays, dont la Tunisie. Là, ils sont les bienvenus quand il s'agit d'actions politiques, contact avec vous, c'est assez facile. La Tunisie étant un pays ouvert, on peut vous recevoir avec plaisir et je vous y invite. Donc, c'est sur ce plan-là que se situe actuellement notre contribution à la cause palestinienne. C'est d'aider les Palestiniens à mieux se faire entendre. C'est d'aider les Palestiniens à mieux faire comprendre leur cause. Non pas à travers les combats, non pas à travers les activités militaires, mais à travers l'expression de leurs aspirations. Donc Arafat peut garder ses bureaux à Tunis? Il y a des bureaux, vous savez, il ne faut pas personnaliser, je crois, le sujet. C'est pas tellement Arafat. Non, c'est pas tellement. Parce que, vous savez, les pays qui sont en lutte, généralement, conservent une certaine discrétion au sujet de leur organisation. Alors, il y aurait peut-être une cellule qui resterait en Tunisie, et qui vous permettrait à vous, journalistes, quand vous avez besoin d'avoir des indications, de prendre contact avec tel ou tel responsable. Mais il ne s'agit pas d'une installation massive avec des réseaux qui donnent des instructions un peu partout dans le monde et qui participent à une certaine activité qui est jugée sur le plan international comme discutable. Et vous considérez qu'avant c'était ça, que l'installation d'Arafat en Tunisie... Vous savez, quand ils ont quitté Beyrouth, madame, ils sont venus chez nous, ils sont venus tels qu'ils étaient, avec leurs moyens, avec leurs armes, etc. On ne les a pas dépouillés, on leur a demandé justement de laisser un peu les armes au vestiaire. Cela s'est fait dans une certaine mesure, cela ne s'est pas fait d'une manière complète. Mais actuellement, la situation est très nette. La Tunisie n'est pas une place forte d'une organisation de combat, mais est un pays ouvert avec fraternité à ceux qui veulent faire entendre leur voix,
la voie au service d'une cause. Et vous trouvez qu'ils ont trahi votre hospitalité Pas du tout, pas du tout. Oups, s'il y a eu des bavures, j'en sais rien. Mais de toute façon, il ne s'agit pas de trahison. La question ne s'est jamais posée pour nous de cette manière-là. Non, mais trahison. Ils sont venus, ils étaient les bienvenus. Et ensuite, ils se sont organisés comme il convient, comme ils le souhaitent, et une d'expression. Alors, pour terminer sur le sujet, vraiment, Non, allez-y. les Palestiniens craignaient, il y a quelques semaines en tout cas, Oui. d'être contraints de quitter la Tunisie. Est-ce que vous démentez que vous les expulsiez, quoi, que vous leur conseillez vivement de quitter la Tunisie? Je puis vous affirmer que nous sommes en parfait accord, avec quelques nuances, mais que nous sommes en parfait accord avec eux, que s'ils partent, ils ne sont pas bousculés, sauf quand il y a parmi eux des gens... Vous savez, il ne s'agit pas là de visiteurs organisés d'une manière très rigoureuse, très stricte. C'est un peuple un peu qui se trouve dans une situation, Dieu sait combien, exceptionnelle. Alors évidemment, parfois il y a une sorte de débordement ou un essai de débordement. Évidemment, nous ramenons les choses dans le cadre qu'il faut. Ce qui est important, c'est qu'il n'existe pas entre nous, de problèmes graves, de conception de la contribution que nous devons apporter. C'est une contribution politique, strictement politique, excluant toute action autre que politique. Le raid israélien n'a pas arrangé vos affaires entre vous quand même alors? Est-ce qu'un raid déjà peut arranger les choses? Est-ce qu'un raid israélien contre un pays pacifique comme la Tunisie, un pays qui s'exprime généralement en essayant de conserver évidemment un comportement de pays civilisé, subissant une agression aussi sauvage, est-ce que ça peut véritablement être autre chose qu'une épreuve difficile à concevoir et à admettre? Alors, vous aviez commencé une proposition et vous ne l'avez pas terminée. Corrigez-moi. Non, je voudrais connaître la suite. Non, mais je ne vous avez dit pas, s'ils partent, ils ne seront pas bousculés. Oui. Et s'ils restent? Quoi s'il reste? Posez-moi une question. Non, vous aviez commencé une phrase, s'ils partent, ils ne sont pas bousculés, les Palestiniens. Oui. Et s'ils restent? Ben, s'ils restent pour une action politique, ils seront toujours les bienvenus. Dans des proportions raisonnables, c'est-à-dire, je ne sais pas, moi, pour une action politique, on n'a pas besoin d'être très nombreux. La situation idéale pour vous, c'est que Un peu plus, une délégation peut-être, oui. Une délégation peut-être, oui. Mais vous savez, ce que je vous dis semble être une façon apparemment ou astucieuse de cacher quelque chose. Il n'en est pas question. C'est la réalité. C'est la réalité. Je sais qu'on ne fait pas confiance aux diplomates quand ils s'expriment dans certains cas. Monsieur le ministre, Mais je le suis encore. une délégation, c'est pas un QG. Enfin, et actuellement, c'est un QG qui est Pas là. du tout. Pas du tout. Enfin, c'est Arafat qui est là, Bouyad, les principaux responsables qui étaient Vous là. m'annoncez une nouvelle, là. Vous me dites qu'il est là, installé. Non, Non, mais je ne pensais pas. C'était là qu'il En tout cas, était même s'il installé. est là, ça n'est pas nécessairement un quartier général. D'abord, ce sont des révolutionnaires qui défendent une cause, celle de leur peuple. Donc, ils n'ont pas, à proprement parler, une installation figée. Donc, ils ont certainement diverses positions un peu partout dans le monde. Je ne suis pas du tout embarrassé en vous parlant de cette chose-là, n'est-ce pas? Je n'essaie pas du tout d'esquiver ou de vous dire des choses qui peuvent être sibyllines ou parler en euphémisme. C'est pas ça du tout. Je vous dis la réalité. La réalité est toute simple. Le peuple tunisien est un peuple qui appuie le peuple palestinien dans son combat. Un. Deux. Le gouvernement tunisien qui exprime justement les aspirations du peuple tunisien aide la cause palestinienne. Et troisièmement, nous aidons sur le plan politique et exclusivement politique. Il s'est trouvé qu'une situation exceptionnelle était née du départ de Beyrouth. Bon, nous les avons accueillis à ce moment-là. Dois-je rappeler qu'à ce moment-là, nous étions sollicités aussi bien par nos amis français que par nos amis américains qui ont beaucoup insisté pour que nous les recevions. Quand bien même ils n'auraient pas insisté, on les aurait reçus. Mais enfin, c'était le vœu de tout le monde, c'était le souhait de tout le monde. La Tunisie s'est portée, en somme, candidate à ce que souhaitaient d'autres peuples, d'autres pays, dont le vôtre. Bien. Mais c'était une situation exceptionnelle. Et depuis, les choses ont évolué. Un peuple qui est au combat ne s'installe pas à 3000 km du lieu où il doit se manifester. Je ne pense pas qu'il y ait des missiles qui pourraient faire diriger à partir de la Tunisie à 3000 km. Oui, monsieur. Pour aborder les questions
question d'actualité. Comment appréciez-vous la décision de la Grande-Bretagne de rompre ses relations avec la Syrie? Eh bien, écoutez, il y a deux éléments bien précis. Nous appartenons à un monde. Le monde arabe est bien le nôtre. Mais nous ne sommes pas isolés dans ce monde. Nous sommes un pays d'ouverture. Nous sommes aussi bien partie de ce monde arabe que partie du monde occidental, couvert vers l'Occident et l'Europe. Et dans ce cas-là, évidemment, nous n'avons pas de position systématique. Il ne s'agit pour nous ni d'être systématiquement solidaires, ni de refuser notre solidarité. Nous ne sommes pas systématiquement solidaires. Nous sommes solidaires par réflexion. Nous sommes un pays de réflexion. Nous essayons d'être cartésiens. Nous essayons d'avoir un comportement fondé sur des éléments rationnels. Alors tout dépend des éléments rationnels. Qu'est-ce qui se passe actuellement? La Grande-Bretagne dit que la Syrie a organisé certaines actions. La Syrie s'en défend et se dit disposée à en apporter la preuve. Diverses réunions sont prévues, dont prochainement probablement une réunion dans le cadre, probablement, de la Ligue arabe. Eh bien, de ce qui ressortira de ces éléments d'information dépendra la position de la Tunisie. La présence ici de Mme Sassi a-t-elle à vos yeux un sens politique et est-ce vous qui l'avez souhaité? Est-ce le président Bourguiba? Et peut-on s'attendre à avoir de temps en temps un beau côté? Je suis très à l'aise de... Et donc elle vient ici à Paris. Elle est venue dans le cadre de ces... Elle n'est pas venue parce qu'aujourd'hui nous allons nous réunir. Ça je peux vous l'affirmer et vous en donner ma parole. Donc elle est venue. J'en ai profité. J'en ai profité. C'est une... Madame Saïda Sassi est une amie. Elle est la bienvenue dans cette ambassade. Et lorsque je reçois, comme j'ai l'occasion aujourd'hui de le faire, des personnes aussi amies que vous, parce que vous êtes pour la plupart des amis, pourquoi ne pas réunir tout le monde? Et là, j'en profite. Je crois qu'il n'y a pas lieu d'en tirer d'autres conclusions, mais enfin, je suis à votre disposition si je dois préciser ma pensée, si ces contours sont assez flous. Nous nous en réjouissons parce qu'elle est inaccessible à Tunis. Elle n'est pas inaccessible. Elle fait preuve de discrétion. Elle pense qu'elle ne joue pas un rôle politique envahissant. Peut-être qu'on n'arrive pas à s'habituer à cette discrétion. Peut-être que cette discrétion est-elle un peu inhabituelle. Mais en tout cas, elle fait preuve de discrétion. Et c'est pour cela qu'elle joue son rôle avec affection, avec chaleur, avec beaucoup de chaleur pour un être qui nous est cher, qui est son oncle, qui est mon président, qui est notre président en Tunisie. Eh bien, à ce titre-là, déjà, elle mérite notre reconnaissance. En tant que ministre des Affaires étrangères et tunisien, vous faites partie du comité des 7 pour essayer de trouver une solution de paix avec entre l'Iran et l'Irak. Vous avez été reçu aujourd'hui par Chirac. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Je vais vous répéter ce que je peux vous dire de ce qu'il m'a dit, de ce qu'il nous a dit. Alors, d'abord, j'ai considéré que j'étais encore responsable avec M. Nifar, qui est le chargé d'affaires, de certains aspects de nos activités. Le comité des 7 comporte parmi ses membres la Tunisie. Du moment que j'avais amorcé personnellement cette activité au sein du comité des 7, j'ai jugé qu'il n'était pas inutile, ou totalement inutile, de participer à cette visite. D'autant plus qu'il s'agissait de faire une visite à un homme dont j'apprécie tout à la fois la fidélité à l'amitié et l'efficacité en tant que gouvernant. Mais enfin, ça, c'est votre affaire. Je dis simplement les sentiments que je lui porte sur le plan personnel. Donc, j'ai accepté avec joie, j'étais heureux, d'aller avec ceux qui font partie du comité des 7, et j'en étais membre, et nous lui avons parlé de ce drame vraiment terrible qui éprouve deux peuples, le peuple iranien et le peuple irakien, deux pays qui sont en train de gaspiller d'une manière tragique leurs ressources, aussi bien humaines, et particulièrement humaines, qu'économiques. Et nous avons essayé, à travers un appel qui a été lancé par l'Irak pour la paix, de soutenir cette volonté de paix
que manifeste l'Irak dans la phase actuelle de la guerre. Nous n'avons rien demandé à Monsieur le Premier ministre Jacques Chirac, nous lui avons simplement exposé une situation. Il en tirera les conclusions. Mais il n'avait à prendre aucun engagement à notre égard. Nous souhaitions simplement nous faire entendre par lui. Nous l'avons fait en insistant sur la volonté de paix exprimée par l'Irak. Il ne vous a pas promis de ne pas vendre des armes à l'Iran? Je ne sais pas s'il en vendait, moi, déjà. Pour qu'il promette de ne pas le faire, il faut... D'abord, nous ne pouvons pas dicter à la France son comportement, mais nous donnons plutôt une indication politique de ce que nous souhaitons. Et une indication politique de ce que nous souhaitons va dans le sens du refus de vente d'armes, évidemment. Mais nous n'avons pas expressément dit. Quelle indication de l'ambiance politique dans laquelle Jacques Chirac a abordé le conflit Iran-Irak aujourd'hui, justement? Quelle impression ça vous a donné, sa réponse? J'aurais l'air de faire une dérobade en vous disant qu'il en ressentait une grande tristesse. Comme si un homme politique, quand il ressent de la tristesse, c'est un fou fuyant. Non, il était attristé comme nous, tragique épreuve pour ces deux peuples. Il nous a écoutés avec attention, comme il le fait d'habitude, avec beaucoup d'émotion également, parce qu'on l'a mis au courant de certaines épreuves que subissent les deux pays, qui ne sont pas toujours révélées par les médias, parce que vous n'avez pas toujours accès à ces informations. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Nous ne sommes pas allés voir M. Chirac pour qu'il nous donne l'assurance d'une intervention. Non, c'était simplement une mission d'information au sujet d'une volonté de paix nettement exprimée par l'Irak. Dans le cadre de la politique d'ouverture que vous avez définie tout à l'heure, à quel niveau se situent les relations entre la Tunisie et l'Égypte? Le peuple égyptien est un peuple qui jouit d'une très grande sympathie, d'une très grande affection au sein du peuple tunisien. C'est un peuple dont nous apprécions beaucoup les valeurs culturelles, les valeurs humaines avec lesquelles nous entretenions et nous entretenons. Nous entretenions et nous entretenons, le peuple égyptien, des relations tout à fait chaleureuses, marquées d'une grande affectivité. Évidemment, il y a des relations qui sont actuellement marquées par des décisions qui ont été prises au sein de la Ligue des États arabes et qui, si vous voulez, limitent la portée de nos échanges. Mais tel est notre comportement vis-à-vis de l'Égypte. C'est un pays auquel nous vouons une très grande sympathie, avec lequel nous n'avons pas actuellement de relations aussi intenses que dans le passé par un fait qui n'a pas dépendu de notre volonté. S'agit-il uniquement de ce fait ou vous reproche-t-il aussi votre comportement durant l'affaire de l'Aquila Lauro, d'avoir fermé l'espace aérien à la Je pensais que vous étiez déjà informé sur... Non, je suis là pour m'informer. Non, je pensais que vous étiez informé sur le fait que les interprétations données à cette affaire étaient fausses. Et que la responsabilité qu'on attribue à la Tunisie dans cette question... oui, était fausse. Alors, bon, je vous confirme qu'effectivement, la Tunisie n'a joué aucun rôle dans cette affaire. Donc il n'y a pas lieu de considérer que nous ayons eu une altération de nos rapports à cause de cela. Ouais. Entre la Tunisie et l'Égypte, il y a la Libye. Et où en êtes-vous avec les Libyens? Situation, si je puis dire, claire. Si je puis dire, claire. C'est un pays voisin. C'est un pays avec lequel nous communiquons. Géographiquement, cela va de soi. Bien. Il y a eu des mesures qui avaient été prises par la Libye. Mesures qui avaient déplacé plus de 32 000 personnes dans des conditions excessivement pénibles, dans des conditions que le peuple tunisien ne peut pas oublier facilement. Il y a également des intérêts qui ont été spoliés. Le terme n'est pas excessif, parce qu'il s'agit d'avoirs en banque qui ont été bloqués, parce qu'il s'agit également, en dehors des avoirs qui ont été bloqués, de marchandises vendues et assez souvent consommées et qui n'ont pas été payées. Comment voulez-vous que nous soyons affectueux avec cela? Alors il est évident que nous n'ayons pas
tendance à être très chaleureux. Alors, combien reste-t-il de Tunisiens? Est-ce que les choses ont évolué? Oui. Il semble que le bon sens, peut-être même la raison, l'emporte actuellement et qu'on essaie de corriger cette situation. Première étape tout à fait timide. Il faut dire que les pas sont très timides. Mais en tout cas, c'est une bonne orientation que prend actuellement le comportement libyen à l'égard de la Tunisie. Eh bien, que cela se poursuive, que le contentieux soit réglé, que les gens déplacés reçoivent la juste indemnisation méritée, que les dettes soient payées, que les marchandises consommées soient payées. Et puis, après tout cela, eh bien, on peut se poser la question, quelle est la nature des relations que nous pouvons nous donner les uns les autres? Mais excusez-moi, est-ce qu'il reste des Tunisiens en Libye? Et combien, approximativement? Ben, écoutez, il y a d'abord deux catégories peut-être de résidents. Je ne sais pas à laquelle vous faites allusion. S'il s'agit de Tunisiens travaillant là-bas, je pense qu'il va y en avoir un peu. Les autres, je ne sais pas la vérité. Les autres, je ne sais pas. Mais enfin, vous le savez peut-être. Non, absolument pas. Il y a eu au cours des derniers mois des tentatives de rediscussion entre les... Je ne suis jamais entré. Entre les... Bienvenue. Il y a eu au cours des derniers mois des reprises un petit peu de dialogue entre la Tunisie et la Libye, puis qui se sont toujours arrêtées, y compris à Paris. Est-ce qu'on rediscute maintenant ou est-ce qu'on est toujours à une phase de non-contact ou de non... Il y a eu d'abord une première phase de négociation qui s'est faite au niveau de Paris. C'est-à-dire l'ambassadeur de Libye et l'ambassadeur de Tunisie s'étaient rencontrés sur instruction des deux gouvernements, grâce à l'intervention de la Ligue des États arabes. Ce sont des contacts qui ont été fructueux, dans ce sens qu'on a dégagé la voie à une solution du problème très nettement que nous définissons notre politique nous-mêmes. Mais nous tenons compte, évidemment, des conseils amicaux qui nous sont donnés par d'autres pays, comme l'Algérie en l'occurrence. De l'autre côté, du côté de la Libye, faites-y attention, vous ne vous en apercevez peut-être pas, nous, Algériens, qui avons des relations avec la Libye, nous constatons qu'il y a une évolution heureuse. Il faut peut-être en tenir compte, mais c'est votre affaire. Et c'est vrai que c'est notre affaire. Les Algériens n'avaient pas demandé, parce qu'à une époque, les Algériens ont dit qu'ils avaient demandé aux Libyens, au contraire, d'être aussi assez favorables à cette reprise des relations avec vous. Ben, les amis ont joué un rôle positif. À nous, ils nous ont montré l'évolution heureuse du comportement libyen. Et aux Libyens, ils avaient certainement dit d'améliorer un peu leur façon de se comporter. Et c'est vrai que l'Algérie a essayer de jouer un rôle qui est le bienvenu. Ce qui se passe en Libye, parfois malgré elle, a des conséquences sur votre pays. Je pense notamment sur le bombardement américain sur Tripoli, qui a fait qu'une espèce de crainte s'est emparée de beaucoup de gens et que vos recettes en devises au niveau du tourisme ont beaucoup baissé en 85. Et je voulais savoir si, à l'heure actuelle, cette peur, cette crainte était dépassée et si vous retrouviez Cette peur de la part de qui? De la part de touristes qui ne venaient plus, qui sont beaucoup moins venus. Et qui vous savez que le tourisme est une ressource excessivement, sinon aléatoire, mais assez fragile. Et qu'il suffit qu'une rumeur soit colportée sur tel ou tel risque pour que les gens soient un peu prudents. Il nous appartient à nous de montrer la Tunisie sous son jour habituel, c'est-à-dire un visage ouvert, un pays accueillant, un peuple également ouvert à l'égard de ceux qui viennent le voir, et à montrer que véritablement il n'y a aucune crainte. Et il n'y a aucune crainte. Nous disposons d'un équipement hôtelier de première classe. Permettez que je fasse l'article. Nous disposons de structures hôtelières qui sont de très grand confort. Il y a une tradition touristique maintenant qui s'est créée en Tunisie et qui devient de plus en plus forte. Il y a un pays qui offre des paysages dont vous connaissez la beauté. Alors je ne vois pas pourquoi le tourisme ne serait pas au contraire favorisé. Quand on parle de risque en Tunisie, vraiment on a tort. C'est un pays qui vit d'une manière sereine et qui n'a absolument aucune
Il n'y a aucune raison de craindre quoi que ce soit. Venez, vous verrez que vous pouvez y passer, tous je dis, vous pouvez y passer des séjours en toute tranquillité, en toute sérénité et dans un bonheur complet. Non, ce n'était pas une crainte personnelle, hein, mais... Vous allez bientôt recevoir un touriste de premier choix, si on peut dire, c'est M. Raymond. Vous pourriez qualifier un petit peu les sentiments que vous éprouvez à son égard, de la même façon que vous avez qualifié tout à l'heure vos sentiments à l'égard de M. Chirac? Il va falloir que j'exprime ces sentiments d'une manière assez large, puisqu'en même temps vient M. Raymond Barre, vient également M. Roland Dumas, et d'autres personnalités politiques qui ne sont pas de la même inspiration. Alors je vais être écartelé, si je devais répondre à votre question, je vais être écartelé. Non, j'ai parlé de M. Chirac. Je vous rappelle que M. Raymond Barre a été professeur en Tunisie, qu'il y a formé une bonne partie de notre élite, d'ailleurs dont le prochain ambassadeur, M. Zanouni, qui a le bonheur de me succéder, enfin le bonheur de se trouver dans cette ambassade et dans ce pays. M. Zanouni est un des élèves de M. Raymond Barre. M. Raymond Barre est un homme que nous estimons beaucoup en Tunisie et vis-à-vis duquel nous n'intervenons pas dans le clivage politique. Nous jugeons les gens ici en France en fonction du facteur humain, de la communication humaine, des relations humaines. Et c'est vous qui votez. Vous le savez déjà, je ne vous annonce rien de nouveau. En ce qui concerne les relations avec la France, je pense qu'un journal français a affirmé que Mzali, l'ancien Premier ministre tunisien, a reçu un visa permanent d'entrée en France. Est-ce que c'est vrai ou pas? Et est-ce que ça ne perturbe pas un peu cet accueil fait à un ancien Premier ministre qui est en principe condamné dans son pays, qui recevrait un visa permanent d'entrée en France à partir de la Suisse? n'est pas gênant. Vous m'annoncez une nouvelle, là je ne suis pas au courant d'une autorisation donnée à quelqu'un à une personne. On peut poser la même question avec la rencontre de Jacques Chirac et de Mzali à Lausanne. En fait, c'est peu importe le visa. Oui. Bah, vous savez, moi il m'arrive souvent de rencontrer quelqu'un dans les coulisses de l'Assemblée nationale française ou dans un stade ou à l'occasion d'une compétition sportive où on se dit bonjour, nous sommes des gens bien élevés et chacun garde pour soi évidemment les sentiments qu'il porte. Je suppose que c'est ce genre de rencontre. Mais enfin, ça, c'est pas mon affaire. De toute façon, je ne parlerai pas avec rancœur ni acrimonie. Je dirais le fait que les autorités françaises accordent le droit de résidence en France à M. Mzali. Vous savez, l'amitié ne s'accommode pas de certains coups de canif. L'amitié a ses règles. Elle implique d'ailleurs qu'on n'embarrasse pas la personne vis-à-vis de laquelle on témoigne des sentiments d'amitié. Mais l'amitié est une chose qui est très, très précieuse. Et pour bien la cultiver, pour bien la défendre, il ne faut pas lui donner de coups de canif. Mais ce serait qui donne des coups de canif? Ça serait un coup de canif. Écoutez, je ne sais pas. Moi, je pense, si vous voulez que ce soit beaucoup plus clair, je ne vois pas d'inconvénient, mais je crois que c'est assez clair. Dans ce sens, vous ne pensez pas? C'est une phase antibologique. Alors écoutez, je vais m'exprimer d'une manière un peu moins ambiguë. On peut vous aider et vous demander si déjà vous avez mis en garde les autorités françaises contre l'accord à M. Mzali du droit de résidence en France. À aucun moment. Nous n'avons fait aucune démarche et le gouvernement français n'a été saisi de notre part d'aucune demande, d'autant plus que le gouvernement français n'a rien fait dans ce sens. Alors il n'a peut-être pas lieu d'anticiper. Pourquoi d'ailleurs lui suggérer de faire une chose qui ne serait pas heureuse? Mais ce serait un coup de canif, c'est ça. Mais ça ne l'est pas pour les Suisses. Sans aucun doute. Ça ne l'est pas pour les Suisses. Ça l'est pour les Suisses? Ah, mais en Suisse, il y a eu des interventions parce que... Bon, on a donc vécu un certain nombre d'affaires d'expulsion en France ces derniers temps. Est-ce que des expulsions qui concerneraient donc des citoyens tunisiens seraient aussi un coup de canif? S'il y a des Tunisiens qui sont en position irrégulière ici, qui n'ont pas de carte de séjour, qui n'ont pas de droit de cité ici et qu'on leur demande de rentrer chez eux, eh bien, il n'y a aucun mal à ce qu'ils rentrent chez eux. Ils sont toujours les bienvenus. Quand ils n'ont pas, ils ne sont pas en position régulière. J'ajoute que, effectivement, chaque pays a le droit de faire respecter ses lois. Et la loi veut que pour résider dans un pays, il faut avoir une carte de séjour ou un visa ou une autorisation, enfin selon la loi du pays. Toute personne qui ne respecte pas la loi du pays eh ben, est appelée à
le quitter et puis est accueilli comme il convient dans son pays d'origine. Mais à combien estimez-vous les Tunisiens, enfin le nombre de la population tunisienne en France? Combien de Tunisiens actuellement? Je vais aider l'opinion publique peut-être à mieux les accueillir. Ils ne sont pas très nombreux. Je sais, non, mais c'est pourquoi on peut en parler. Ils sont 210 000. 210 000. 210 000, ça peut être 220. En tout cas, nous avons l'avantage d'avoir des statistiques sûres, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais nous savons bien qu'il y a 210 000 Tunisiens vivant en France en position régulière. En position régulière. Et les irréguliers, ça doit être quelques cas tout à fait exceptionnels. Et connaissez-vous leur répartition à la fois géographique et professionnelle? Est-ce qu'ils sont beaucoup dans la région parisienne, sans doute également dans le Midi, Marseille, Vallée du Rhône, et que font-ils? Il y a trois fortes implantations. Les Bouches-du-Rhône, où ils ne sont pas majoritaires, puisque c'est notre nationalité qui est majoritaire. Les Alpes-Maritimes et Rhône-Alpes. Ah oui. Rhône-Alpes, oui. Très peu dans le sud-ouest. Cela va de soi. Géographiquement, ce sont les Marocains qui sont les plus nombreux là-bas. Moins nombreux à Marseille, parce que ce sont les Algériens qui sont plus nombreux. Et la région parisienne, dans l'industrie automobile particulièrement, et dans le bâtiment. Monsieur le ministre, vous avez parlé de l'amitié tuniso-française. Il y a une épine qui est en train d'être, je dirais, extirpée, qui constituait les avoirs bloqués des Français en Tunisie. Oui. Où ça en est? Parce qu'on a parlé un peu qu'il y a un premier déblocage. Est-ce que les fonds commencent à venir ici en France? La volonté du gouvernement tunisien est d'éponger complètement les avoirs français déposés dans des banques. Bien. Pratiquement, nous pouvons considérer que c'est fait. Il doit y avoir à peu près dans les 13 800 cas. À peu près, peut-être 14 000. M. Hanifar, qui a personnellement traité cette question, peut-être peut être plus précis. Mais je crois qu'il y a dans les 13 000, n'est-ce pas? Sur les 13 000 cas, nous avons résolu ensemble à peu près 12 000 cas, même un peu plus. Il reste quelques situations, mais qui ne concernent pas les individus, qui concernent les personnes morales. Et c'est en voie de liquidation. Et ce que je puis affirmer, c'est que d'ici la fin de l'année, la fin du mois de décembre, il ne restera plus un seul cas, sauf si l'intéressé ne demande pas, évidemment, son dû. Alors c'est la banque qui en profite à ce moment-là pour le garder quelque temps. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de politique intérieure tunisienne? On a fait un large tour. Je vous en prie, mais je suis à votre disposition. C'est bien dans cet esprit que j'ai fait un plaisir de vous inviter, que je reste à votre disposition. Et, très franchement, oui, bien sûr. La conférence de presse, si vous voulez, a démarré. Il y a une petite allusion sur les prochaines élections législatives qui ont lieu le 2 novembre, je crois. Oui. Bon, la Tunisie est un pays de multipartisme. C'est un fait assez singulier en Afrique pour le souligner et vous en féliciter. Mais d'après ce qu'on a pu lire, si vous voulez, en tout cas dans certains supports en France, là, sur les 4 partis, je crois, légalement, si vous voulez, reconnus, un certain nombre d'entre eux, 2 au moins, si vous voulez, ne participeront pas à ces élections. Pouvez-vous nous dire un petit peu ce qui se passe? C'est dommage. C'est dommage parce que en se présentant aux élections, mais notre souhait est que véritablement ces élections soient marquées de la plus grande volonté démocratique. Si j'avais bon souvenir, c'est à la limite de l'insolence, monsieur l'ambassadeur. Ça m'étonne de votre part. Ça m'étonne de votre part. On avait été un cocktail de presse. Si je peux dire, oui. On a fait beaucoup de presse et très peu de cocktails dans cette réunion-là. Où ça? Ici, on a été invité à un cocktail de presse. On a fait beaucoup de presse et très peu de cocktails. Vous êtes venu un peu en retard. Vous n'avez pas eu à apprécier ce que... Et j'ajoute que vous ne faites rien pour attendre, mais je vous le dis dans le bon sens. Parce qu'on va vous resservir. Vous avez parlé tout à l'heure de ciel aujourd'hui, est-ce qu'il est toujours bleu toute l'année? Politiquement. Il est curieux que ce soit un Tunisien qui pose la question. Ouais. Comme je vis ici, comme... Surtout un Tunisien qui visite beaucoup l'Afrique, comme le fait le rédacteur éminent de Jeune Afrique. Le ciel est bleu, oui, il est bleu. Il est bleu, et puis il y a parfois des nuages. Mais s'il n'y avait jamais de nuages, on ne constaterait pas. Le ciel bleu ne se distinguerait pas. Non, le ciel est bleu, effectivement.
Et si vous faites une allusion à la vie politique tunisienne, je peux vous répondre, oui, c'est vrai, le ciel est bleu. Et il fait beau. Maintenant, si vous avez une information contraire, je préfère que vous m'en parliez maintenant plutôt que de la publier plus tard. Je répondrai tout de suite. C'est l'heure de la météo, non, c'est uniquement... C'est l'heure de la météo. Un mot de vos relations avec le Maroc et comment elles interfèrent avec vos relations dont vous avez parlé tout à l'heure avec l'Algérie. Nous avons d'excellentes relations avec le Maroc. Le Maroc fait partie du Maghreb arabe. Il fait partie donc de cette aspiration que nous avons à construire le Maghreb arabe. Le Maroc s'est manifesté à notre égard toujours avec beaucoup de fraternité et d'une manière très efficace. Et la dernière visite que j'ai faite au Maroc, pour y représenter, pour y parler au nom du président Bourguiba et transmettre un message, nous confirme dans le sentiment que c'est un pays qui est vraiment très proche de nous et avec lequel nous avons des relations fraternelles continues. Est-ce qu'il y a des propositions tunisiennes pour dégeler la situation au Maghreb ou trouver une solution à l'affaire du Sahara? Parce qu'on a parlé de propositions tunisiennes, de façon que vous demandez de... Nous ne jouons pas les bons offices. Nous disons simplement notre volonté de construire le Maghreb arabe. Nous apportons effectivement un aliment par des initiatives, comme par exemple en favorisant certaines coopérations économiques entre les trois pays. Nous pensons que le fait d'avancer dans le domaine économique... D'ailleurs, l'Europe en a donné l'exemple à travers la communauté européenne. On a commencé par les problèmes économiques, on a commencé par la coopération économique. Nous exprimons une volonté politique et puis nous essayons d'avancer en multipliant les initiatives sur le plan culturel, sur le plan économique, et tout cela crée, ou plus exactement favorise un peu les liens, et constitue un ciment très solide, très sûr. Non, parce qu'on a parlé à tort ou à raison de propositions tunisiennes pour trouver une solution à l'affaire du Sahara. Vrai ou non, ou faux? Assez souvent, en posant des questions, dans des cas du genre, ça peut être des propositions. Par exemple, quand on dit « mais si on faisait telle chose », c'est une proposition, ça. Oui, cela est arrivé. C'est pas trop compliqué, le jeu triangulaire Tunisie, Maroc, Algérie? Non. Ce sont trois pays qui ont évolué d'une manière très différente. L'Algérie a évolué d'une certaine manière, le Maroc a un système également qui est le sien, et ils ont les deux un problème, par l'intermédiaire, j'entends, du Polisario. Cela ne veut pas dire que j'implique l'Algérie d'une manière directe vis-à-vis du Maroc, mais qu'effectivement cela constitue un problème entre eux, donc c'est une situation assez complexe. On peut être ami avec les deux à la fois, dès qu'on se rapproche de l'un, on s'éloigne de l'autre. C'est fatal, ça. Le pays qui a vu défiler les Byzantins, les Phéniciens, les Romains, les Français, les Espagnols, les Turcs, a un peu une sorte de vocation à s'adapter à ces situations les plus diverses. Pardon? C'est dans le désordre. C'est dans le désordre, oui, bien sûr. Je ne mérite pas plus pour le tiercé. Mais plus précisément, Monsieur le Ministre, est-ce que les Algériens exercent dans le cadre de votre accord des pressions sur vous pour que vous puissiez modifier votre position sur le Sahara? Nous avons l'épiderme très sensible. Il est rare qu'on exerce sur nous une pression sans qu'il y ait une réaction. Et les Algériens sont des gens très avertis au sujet de notre comportement, de notre caractère. Ils sont surtout très fraternels avec nous. C'est pour ça qu'ils n'exercent pas de pression, ils n'essayent pas de le faire. Et nous n'avons pas à réagir puisque cela ne se fait pas. La Tunisie a souvent cherché à avoir une politique vers l'Afrique subsaharienne. Oui. A-t-elle des interlocuteurs privilégiés? Non. Non, privilégié, non. Mais nous sommes dans le même sillage, ensemble, vous et nous. La France a déjà des relations de coopération avec un certain nombre de pays africains, de nombreux pays africains. Nous-mêmes, nous avons les mêmes relations et nous sommes dans le même sillage. Il ne faut pas vous cacher que la francophonie joue un rôle tout à fait positif dans ce sens et que le fait d'avoir une langue de contact, une langue de communication en dehors de la langue maternelle constitue un élément très important dans nos échanges avec les pays de l'Afrique. Et nous entendons avoir une politique africaine active. Elle se manifestera d'une manière très active, vous le constaterez. Est-ce que vous envisagez justement d'aller en Afrique subsaharienne? Il ne suffit pas d'y aller pour faire une politique parce que ce serait trop simple à ce moment-là. Et la politique se résumerait à ce moment-là au nombre de billets d'avion que l'on prend. Mais l'important, c'est de bien comprendre
quelles sont les ressources, les capacités, les possibilités, les potentialités de communication avec tel ou tel pays et de les cultiver. C'est ce que nous essayerons de faire. Mais nous avons une politique africaine qui sera de plus en plus active. Comment vous avez apprécié un peu la décision ivoirienne de transférer son ambassade de Jérusalem à Tel Aviv? Que Dieu pardonne à ceux qui en avaient parlé avant, puisqu'il n'y a plus de problème maintenant. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous pensez du cas de M. Ben Ammar qui se plaint de ne plus pouvoir tourner dans son pays? Et pourquoi ne rentre-t-il pas à son pays? Il peut à ce moment-là tourner là-bas. Il dit que les studios de Monastir lui sont interdits ainsi qu'aux étrangers. Qu'il engage une procédure judiciaire. C'est tout à fait normal. Quelqu'un qui a une affaire de ce genre, moi à sa place, je me serais adressé aux tribunaux pour dire on a fermé mes studios. Mais qu'est-ce qui le rend un peu discret pour ne pas aller en Tunisie? Je ne vois pas, je ne vois pas. Non, je ne vois pas. Mais qui viennent en Tunisie pour se défendre, c'est bien. Ça vous inquiète pas de devoir installer des studios en Espagne ou en Grèce, comme il le dit? Cela me déçoit. Cela me déçoit. Mais je ne vois pas pourquoi il ne serait pas rentré en Tunisie, sauf s'il a quelques raisons. À ce moment-là, écoutez, je n'y peux rien. S'il a un petit problème de contentieux, comme je crois être, comme c'est le cas probablement avec les banques. Mais enfin, c'est une affaire entre lui et les banques, il n'a qu'à se débrouiller, c'est pas... Ça n'a aucun rapport avec... Il n'y a pas une autorisation qui lui a été retirée. Ce n'est pas exact. Il a peut-être une position qui n'est pas tout à fait confortable avec les banques. Mais enfin, ça, c'est son affaire. Vous disiez tout à l'heure que le ciel était tout à fait bleu, enfin, quelques nuages. Est-ce qu'il y a quand même un problème avec les intégristes en Tunisie? Il y a toutes sortes de problèmes dans la vie d'une nation. Un problème évidemment intégriste, un problème de jeunes, un problème de société, un problème syndical, un problème d'opposition. C'est ça la démocratie d'ailleurs. Mais évidemment, nous sommes contre tout ce qui peut favoriser le fanatisme religieux, sans pour autant gêner l'exercice du culte, quel qu'il soit. Quand il s'agit d'exercer le culte, au contraire, c'est le respect qui est dû à chacun et à sa confession. Mais lorsque la religion devient un moyen politique d'action et d'action violente, nous ne pouvons pas nous le permettre, nous ne pouvons pas le permettre parce que nous sommes un pays qui a besoin de tendre tous ses efforts, de mobiliser toutes ses potentialités pour défendre justement le bien-être de l'individu et le développement économique du pays. Donc oui, c'est vrai, il y a cette tendance intégriste et c'est pour cela que nous veillons à ce que la religion ne soit jamais exploitée pour créer des divisions entre les gens, entre les citoyens dans un même pays. Pour nous, la religion est une affaire personnelle, l'exercice du culte est une affaire personnelle, favorisée évidemment par les pouvoirs publics quand elle se fait d'une manière saine, mais pas plus. Est-ce que je peux vous inviter à prendre un verre? Je vous en prie, Président. Oui, en Europe, la France est pour vous un partenaire toujours privilégié, suivant l'expression consacrée, mais qu'en est-il de vos relations avec l'Espagne et l'Italie? Avec l'Italie, vous avez toujours eu d'ailleurs d'excellentes relations, mais est-ce que les Espagnols et les Italiens ne développent pas leurs efforts sur le marché tunisien? D'abord, oui, dans le domaine économique et commercial. Il faut un gros effort pour développer. Permettez-moi de vous raconter une anecdote à ce sujet. Lorsque j'avais présenté mes lettres de créance à M. le Président Pompidou, au début de ma nomination ici, je pensais avoir trouvé une formule heureuse en lui disant, Monsieur le Président, nous avons des relations privilégiées exemplaires, on ne peut pas améliorer ce qui est exemplaire et on ne peut pas aller au-delà de ce qui est privilégié. C'est pour cela que j'aurais eu une tâche facile en France. Remarquez que je l'ai eu par la suite grâce à la sympathie de tous, à l'amitié de tous. Et le président Pompidou m'avait répondu, vous vous trompez, monsieur l'ambassadeur, il faut faire preuve d'imagination pour découvrir des horizons nouveaux. C'est ce qui se passe actuellement avec les autres pays. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Vous allez prendre un verre. Je peux faire un bruit tout à l'heure.